Pendant que je préparais ma présentation, comme Céline l'a mentionné plus tôt, j'ai pris ma retraite il y a quelques années et le peu de cheveux qu'il me reste sur la tête, je pense que je les aurais perdus si je n'avais pas pris ma retraite. Et vous allez comprendre, alors que je passe au travers de ma présentation, jusqu'à quel point la situation est difficile dans plusieurs de nos institutions. Bon, le sujet, c'est les cégeps anglophones, mais c'est important de mentionner, et mes collègues à McGill et d'autres professeurs d'autres centres de formation au Québec, toute l'éducation, dans tout notre système est passé dans un grand changement dans les dernières années. Bon, je parle des cégeps, mais bien entendu, je garde en tête les autres niveaux. Toutes les institutions ont passé au travers d'une période difficile ces dernières années. C'est sûr que je suis disponible à répondre aux questions en anglais ou en français, sans problème. So the next slide, thank you, Nancy. I think that the most important thing, and I think Alors, we ce qui est le plus important, on a tendance à déjà oublier ce qui s'est passé durant la COVID. Et moi, je me souviens que on n'avait même pas le droit de sortir de la maison parfois. Et peut-être dans 5 ou 10 ans, lorsqu'on va parler à nos enfants, nos petits-enfants, ce que nous avons vécu, ils vont peut-être rire en disant, voyons donc, ça se peut pas. C'est techniquement impossible. Le gouvernement ne vous disait pas quand vous pouviez sortir de la maison, mais oui, oui. Bon, vous pouviez peut-être sortir si vous aviez un chien. Allez. Alors, on a tendance à oublier. Et la première chose que je dirais, c'est que traditionnellement, les cégeps étaient très limités pour leur offre de cours en ligne. Ça faisait pas partie de ce que les cégeps faisaient. L'idée était que les cégeps étaient plus petits, des classes plus petites, maximum de 30-35 étudiants, et l'étudiant pouvait connaître leur professeur. Et ça a toujours été, bon, l'idée que c'était un pas vers l'université où les classes seraient plus grandes et il fallait avoir des classes avec 300 étudiants. Alors, l'idée que vraiment, dans l'espace de quelques jours, le cégep serait forcé à passer complètement des cours en virtuel, c'était ouais, un immense changement. Et je sais que certains ont appelé ça des bricolages dans l'urgence, là, mais oui, les professeurs, les administrateurs, tous ont dû changer leur façon de concevoir l'éducation. Et une fois de plus, parce que les cégeps étaient plus petits et les étudiants savaient que s'il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas en classe, ils pouvaient simplement aller voir le professeur dans son bureau, s'asseoir et se faire expliquer en personne, mais aussi avoir une bonne conversation et, bon, de bâtir une relation en personne avec le professeur. Ça m'a frappé il y a quelques mois lorsque un étudiant m'a demandé, bon, j'ai pris ma retraite, comme je dis, il y a quelques années, mais un étudiant m'a demandé si je pourrais écrire une lettre de recommandation. Bon, une fois de plus, puisque j'ai pris ma retraite, je ne connaissais pas l'étudiant très bien, je l'avais rencontré à certaines activités dans la communauté, mais pas dans un environnement académique. Et en parlant à cet étudiant, j'ai dit, oui, mais ça me ferait plaisir d'écrire ta déclaration, mais que dire de tes professeurs à l'école? Et sa réponse a été, c'est qu'elle ne connaissait pas ses professeurs. Elle avait eu son diplôme, mais elle n'avait jamais rencontré ses professeurs. Et pour l'étudiant, en ligne, ne leur permettait pas d'apprendre à connaître leurs professeurs. Alors, ça, c'est simplement un exemple un exemple, une des leçons de ces changements auxquels nous avons passé au travers. Ensuite, les étudiants, ou il y a certains étudiants qui avaient besoin de beaucoup d'appui en présentiel, étaient maintenant seuls et à la maison. Ils n'avaient pas eu cette préparation à l'école secondaire, ils n'ont certainement pas eu cette préparation-là au cégep. Certains des étudiants qui venaient de l'extérieur de la région, bon, qui étudiaient à Montréal, mais qui venaient de l'extérieur, bon, ils arrivaient par exemple de Gaspé ou, bon, la Basse-Côte-Nord ou d'Outaouais. Même chose avec les étudiants qui arrivent de la ville de Québec. Alors, vraiment, dans une très brève période de temps, les étudiants devaient s'adapter pour ces changements. again, we forget that not everybody had the computer hardware that we just assumed.
The proof of that is in our CEGEPs. The computer La labs. preuve, c'est que les ordinateurs sont toujours pleins et il n'y en avait pas, c'était à la cafétéria, mais donc ces laboratoires sont toujours pleins et donc les étudiants devaient travailler avec leur classe en ligne, mais également ils devaient se battre avec leur famille pour un ordinateur qu'il y avait à la maison. Il y avait également un autre phénomène. Il y a une augmentation de nombre d'étudiants qui abandonnent leurs cours. Et ce qu'on a vu, c'était donc le taux exceptionnel de temps de cours non complétés. Et donc, ça n'a pas changé. On devait avoir une bonne raison parce que incomplet, ça ne vient pas avec une note. C'est écrit sur votre bulletin que vous avez un non complété, mais il n'y a pas de note. Donc, les étudiants sont préoccupés de leur note R. Et donc, on n'est pas empêché avec ça, mais on a besoin d'avoir une très bonne raison d'avoir un non complété. Donc, on pourrait dire, ben, j'ai décidé de ne pas venir à mon cours, donc à ma classe, donc j'ai un incomplet. Donc, on obtient un incomplet basé sur les cours incomplets qu'on a eus en ligne avec la COVID. Mais c'est bien de dire ça, mais lorsqu'il y a un incomplet, il faut toujours quand même rattraper ce cours. Et donc, encore là, ça voulait dire que l'étudiant allait prendre beaucoup plus de temps à compléter son diplôme parce qu'il y avait eu ces cours incomplets. Donc, à long terme, il fallait quand même qu'il reprenne ce cours. Il y a eu une demande accrue de soutien psychologique. Hein, et donc, on a fourni du financement supplémentaire, que ce soit au niveau de Saint-Jean, par exemple, 65 millions. Donc, l'argent a été rendu disponible et il est certain que c'était nécessaire, mais encore là, un changement dans la façon de faire les choses parce que les étudiants n'étaient pas sur le campus et les édifices étaient fermés, donc c'est devenu difficile. Et dans le cégep également, il y avait l'incapacité de trouver des professionnels de counseling professionnels. Et donc, ça rendait la chose difficile pour les étudiants. La Fédération de cégep, un des trucs principaux, c'est que les étudiants perdaient leurs aptitudes d'études de base. Et donc, avec les changements de la COVID, les étudiants avaient de la difficulté à se prendre en charge, à s'assurer que ce qui devait être fait à certains moments était fait. Et donc, les professeurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient en extensionnant les délais pour les étudiants. Certains cégeps, par exemple, j'ai vu ma collègue Joanne Ross, qui est ici de John Abbott, pour faire du counseling. Et plutôt qu'il y a quelqu'un qui a mentionné l'entrevue sur les sessions de counseling. Et ça, c'est une façon de voir autant d'étudiants que possible dans un délai donné. Étant donné les restrictions, et donc pour certains des programmes de santé et services sociaux, c'est différent. Un étudiant dans un programme d'éducation générale, il y a des défis, mais leur programme offre de la flexibilité. Et ils ont des périodes où ils peuvent rattraper du temps. Dans le cas des étudiants dans nos programmes professionnels, par exemple, les infirmeries, les soins dentaires, le travail social, technologie, les techniques respiratoires, ils sont là à partir de 8h30 le matin typiquement jusqu'à la fin de la journée. Il y en a très peu de cases vides. Et quand je regardais les horaires, de ces étudiants en technologie, je ne comprenais pas comment ils arrivaient. Et en plus, donc, ils faisaient partie d'une équipe d'athlètes où ils avaient un travail à temps partiel. Donc, c'est très difficile pour ces étudiants-là de rattraper des cours qu'ils ont perdus. Et bien sûr, ils ont dû abandonner
mais les cours qu'ils ont abandonnés ne sont pas réofferts nécessairement à tous les trimestres. Donc, c'était très difficile donc, de compléter son cours en santé et services sociaux. Et plusieurs des internats étaient annulés. On a eu des programmes, par exemple, avec Dialogue McGill, avec le Collège Vanier. On envoyait des étudiants dans le nord du Québec. Ben, ils n'avaient plus le droit de voyager. Donc, à plusieurs des stages, c'est la partie la plus importante de leur éducation. Par exemple, c'est plus intéressant que leur cours de philosophie. Mais le fait qu'ils allaient dans un centre ou autre, c'était emballant. Et ils avaient également une meilleure idée à savoir s'ils étaient dans le bon parcours de carrière. Dans la plupart des cas, c'était un moment où ils pouvaient apprécier qui ils étaient et ce qu'ils pouvaient faire pour la société. À mes yeux, la prochaine diapo, c'est le truc auquel j'ai accordé beaucoup de réflexion. Les infirmières qui terminaient leur quart. Et voilà, donc elle a été blessée dans son visage parce qu'elle a utilisé le masque toute la journée. Et c'est ça que nos étudiants voyaient plus que jamais. Ils voyaient la souffrance, je pense, de nos professionnels de la santé. Les études à Harvard aux États-Unis disaient que un des trucs qui était clair, c'est que il y a eu la souffrance incroyable, intolérable. Et donc, c'est ça que nos étudiants voyaient. Donc, ils se demandaient qu'est-ce que je vais faire avec ma vie puis ma carrière. Et c'est ça qu'ils voyaient à tous les jours et nuit. Et à titre de citoyen, on souffrait avec ces travailleurs-là. Et on soutenait les travailleurs, mais les étudiants voyaient ça. Ces travailleurs qui étaient interviewés, puis qui disaient à quel point c'était dur, puis ils utilisaient leur propre téléphone pour contacter les familles des patients, pour dire que leurs parents venaient de décéder, puis ils utilisaient leur propre téléphone pour faire ça. Les travailleurs de la santé disaient qu'ils ne rentraient pas à la maison pendant 2 jours parce qu'ils ne pouvaient pas quitter, parce qu'il manquait du personnel. Donc, voilà l'impact, je crois, le plus grand de la COVID. Comment s'assurer que les étudiants réenvisagent une profession où les gens ont décrit la chose comme étant plein de souffrances intolérables. Et c'est donc la prochaine diapo. Qu'allons-nous faire dans les cégeps? Il faut qu'ils le fassent. Je suis certain qu'ils le feront. Je sais qu'il y en a qui réussissent. Mais par exemple, mes collègues à John Abbott ont dit ça. Comment est-ce qu'on peut recruter des étudiants? Et en dépit de tout, les photos que je viens de vous montrer, il y a quand même des histoires positives de dire, ben, c'était dur, mais ça m'a rappelé pourquoi j'avais choisi cette profession, pourquoi j'avais choisi d'aller dans le secteur de la santé et services sociaux. Et j'ai mentionné les héros de la santé pendant la COVID. Je pense qu'on en a eu de ça. Puis on a encore ces gens-là qui ont traversé des temps durs. Puis ils disent, j'ai réalisé plus que jamais jusqu'à quel point mon travail est important. Donc on sait maintenant que les hôpitaux ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de travailleurs. Donc c'est clair que les professionnels de la santé sont essentiels et ils le savent plus que jamais. Donc, à titre d'institution, il faut aller les recruter et les rappeler de l'importance de leur travail. Et j'ai parlé des infirmiers, infirmières, mais je pense que dans tout ce qui a trait à la santé. Un des trucs qui s'est produit après la COVID, c'est que les cégeps, et encore là, ils offrent des cours hybrides et ça a bien aidé. Les gens peuvent être sur campus
aider les familles ou hors campus, et puis aider les familles à la maison. Et donc, ça aide à traverser le programme peut-être. Donc, c'est certainement quelque chose de positif. Donc, la supervision en ligne, ben, les cégeps sont devenus experts dans un sens. Leurs étudiants font un stage à Blanc-Sablon, puis ils sont supervisés en ligne. C'était presque impossible par le passé. Et là, on le voit. On voit cette possibilité, ce qui est merveilleux parce que parfois, juste l'idée d'envoyer un étudiant dans une région éloignée du Nord, ça coûte cher, mais également de présumer d'envoyer un superviseur en même temps, ça serait presque impossible. Donc, ça, c'est certainement un truc vraiment très positif pour les infirmiers. Il y a également l'hygiène dentaire à John Abbott. Il y a d'autres programmes également. Le soutien de santé mentale aux étudiants est continu. Malgré que le financement n'est pas merveilleux, il y a quand même du financement et il y a beaucoup d'énergie à soutenir et les étudiants et les employés au niveau de la santé mentale. Et je pense que ça, c'est très important. Et mon dernier point sur cette diapo, le travail que l'on effectue avec Dialogue McGill est certainement quelque chose qui aidera et peut aider. Et je vous encourage tous à regarder le programme, regarder les présentations et voir ce que l'on fait et voir ça vaut la peine si vous avez la chance de jeter un coup d'œil à notre site Web. Il y a des vidéos qui sont produites également. Prochaine diapo. Donc, voilà où probablement là où mes collègues sont en train de trembler à savoir ce que je vais dire. Je pense que plutôt deux des présentateurs ont parlé du projet de loi 96 et moi, j'en parle avec les cégeps anglophones en ce qui les concerne. Comme je dis, c'est un temps très difficile pour les cégeps. Pour les cégeps anglophones, c'est encore plus difficile de traverser l'année. Certains des changements principaux, c'est la partie linguistique du 96. Et si on se souvient du projet de loi 101, plusieurs des politiciens disaient le projet de loi sans loi devrait être extensionné au cégep. Je pense que c'est clair et juste de dire que si le projet de loi 101 était mis dans les cégeps, plusieurs des cégeps devraient fermer les portes. C'est aussi dommage que ça. Donc, le projet de loi 96, c'est une loi qui, en fait, donne l'occasion de poursuivre de la formation continue. Mais donc, contrairement au cégep, où on a dû passer une année complète à comparer entre le projet de loi 96 et la loi 14, et les directeurs généraux avec lesquels j'ai travaillé ont mentionné que même avant que l'année ne débute, les employés professionnels sont tous complètement éreintés parce que la plupart ont dû traverser la plupart des programmes en raison du projet de loi 96. La prochaine diapo, voici les prochains changements et je vais essayer d'aller aussi vite que possible. Il y a deux catégories d'étudiants qui vont au cégep. Ça, c'était jamais un problème. Donc, les deux catégories d'étudiants sont les ayants droit et les non ayants droit. Donc, ayant droit, qui a le droit, ce sont les étudiants qui ont le certificat d'admission pour l'éducation en anglais. Donc, avec, qu'on a dit, avec le projet de loi 101, donc, il y avait un parent qui leur permettait d'aller à l'école en anglais. Donc, ça, ce sont les gens qui ont ce certificat spécial. Ça, ce sont les ayants droit. Et on n'a jamais eu des ayants droit et non ayants droit. Les étudiants, ils postulaient au cégep, puis ils étaient acceptés. Maintenant, les non ayants droit, typiquement, sont francophones, avec les projets de 101.
ou allophones et qui n'ont pas le droit d'avoir une éducation en anglais. Donc, à partir de maintenant, les non-ayants droit, je pense qu'il y a une erreur typographique, c'est d'avoir une forme uniforme de français. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir une éducation en anglais. On leur permettra de venir au cégep en anglais, mais il faudra qu'ils écoutent, ils écrivent l'examen de français de sortie en français. Et donc, parce qu'ils sont, quand ils venaient au cégep en anglais, ils faisaient le test en anglais. Et pour préparer, on demandera aux étudiants de compléter 3 cours en français langue commune. Ça, c'est pour les non-ayants droit. Donc, il faut qu'ils prennent 3 cours additionnels pour se préparer à l'épreuve uniforme de français. Et encore là, on a un programme typique pour les étudiants, tous les étudiants, et maintenant, tout d'un coup, on a quelque chose de différent. Il y en a qui ont un certificat, d'autres qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils prennent l'examen en français, pas celui en anglais, celui en français. Prochaine diapo. Donc, les 3 mesures avec les ayants droit, encore là, donc au cégep, si l'étudiant avait un certificat ayant droit, mais il ne savait même pas, hein, maintenant, la priorité sera accordée aux étudiants qui ont le certificat, donc les ayants droit. Ça, c'est 1. La deuxième phase, les cégeps ont un maximum nombre d'étudiants dans les cégeps anglophones. Et donc, le gouvernement dit, vous ne pouvez pas encore là, à la hauteur de la province, dépasser le 17% des étudiants qui sont dans des cégeps anglophones. On ne peut pas rendre ça 18 ou 19%. Ça ne peut pas dépasser le 17%. Donc, les cégeps anglophones ne peuvent pas croître. Ils doivent rester à l'inscription où ils se trouvent à l'heure actuelle. Troisième point, c'est que si les cégeps dépassent ce chiffre très précis, on leur donne des amendes. Et c'est par exemple un chiffre rond, disons que c'est 7 ou 8 000 $. Donc, imaginez, vous êtes un cégep, vous êtes administrateur, il faut que vous deviniez, c'est par exemple en sciences infirmières, il faut qu'ils devinent combien de cégeps viennent au cégep avec leur quota, donc leur ratio. Donc, si j'en accepte 1200, j'en accepte en pensant que 200 viendront pas chez moi, puis ils iront dans un cégep francophone ou ailleurs, dans un autre cégep anglophone que le mien. Mais qu'est-ce qui se passe si j'atteins mon maximum de 1000, mais j'en ai 1020 qui viennent? Ben, 20 fois 7, c'est à peu près 140 000 $ qu'il faudra que je défraie en amende à titre de cégep. Alors, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ils ne veulent pas excéder ces ratios-là. Il faut qu'ils fassent très attention. Et également, il y avait un grand besoin. On sait qu'il y a un besoin pour de la santé. Et si cégep disait, j'aimerais envoyer 36 élèves en sciences infirmières et je vais en prendre 60, mais c'est bon, c'est correct, vous pouvez le faire. Il faut réduire un autre programme par un tiers. Et si vous réduisez cet autre programme par 30, il y a des enseignants qui perdent leur sécurité d'emploi, il faut les laisser aller. Donc, vous pouvez imaginer, c'est un exemple très simple de les pressions des cégeps avec lesquels ils doivent vivre. Et les étudiants ayant droit, on va les appeler les étudiants avec certificat, il faudra qu'ils prennent 3 nouveaux cours en français, en plus des 2 cours en français qu'ils doivent prendre déjà. Donc, ça peut prendre différentes formes, soit en santé dentaire, peut-être un des cours sera donné en français. Encore là, est-ce qu'on a les enseignants pour être en mesure de donner un cours en français? Et dans d'autres domaines, ça se peut et peut-être pas. Et peut-être que des étudiants vont prendre des cours comme à titre de cours de français complémentaires. OK, mais encore là, si plusieurs de nos étudiants
prenaient l'espagnol ou autre langue comme cours complémentaire, ben là, qu'est-ce qui se passe avec ces... Maintenant, ils prennent le français, ben, qu'est-ce qui arrive avec ces enseignants en espagnol et autres langues? Eh bien, ils perdent leur job. Voilà. Donc, c'est d'autres mots de tête. Ben voilà. Je voulais simplement vous exposer de façon aussi objective possible à l'effet qu'il y a ces défis immenses et on est dans une situation où on a besoin de nos diplômés, faire tout ce dont on a besoin, mais également d'intéresser les gens en carrière dans les santé et les services sociaux. Donc, là, une chose, j'espère, et peut-être que certains de mes collègues vont me cogner à la tête, mais si effectivement les étudiants prennent davantage de cours, peut-être que ça va les rendre plus à l'aise et potentiellement plus confiants à travailler dans notre système de santé.